Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que d'un côté, quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est ce que j'ai défini moi, ma liberté de conscience. Et de l'autre côté, la mémoire individuelle et ou collective et voire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de manière intergénérationnelle de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition ou la récurrence des mêmes tragédies, des mêmes drames, des mêmes erreurs, des mêmes amalgames, le négationnisme, la guerre des mémoires, l'oubli, la repentance. Et ce peuple-là, c'est un peuple en danger. Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Vous le savez que les mêmes causes créent toujours les mêmes effets. Et que l'histoire a tendance à se répéter. Et que celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Vous le savez que le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Lelo yayo lobia moniga. Et personne n'a le monopole de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, des crimes, etc. Et surtout, lorsque cet individu crée de l'injustice avec les moyens de tous, les moyens de l'État, qui sont impersonnels. Donc c'est dangereux. Et c'est pour cela que, d'un point de vue déjà citoyen, j'ai ce droit et devoir de vous informer, sensibiliser, alerter, conscientiser, mobiliser et surtout transmettre cette mémoire. Vous le savez que il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. C'est pour cela que nous devons transmettre cette mémoire-là en toute honnêteté intellectuelle. Parce que, en tant qu'intellectuel, j'ai ma part d'analyse de la situation du pays. Parce que ce qui s'est passé, en fait, depuis la fin de la guerre froide, c'est-à-dire depuis 1989 jusqu'à nos jours, même bien avant, j'étais vraiment très très bien déjà informé, puisque je suis quand même l'un des Congolais de souche qui à un moment donné a dirigé quand même les mouvements de jeunesse estudiantine à l'université Marie Wabi et notamment à la fac des sciences où j'ai dirigé l'UGC et la FENAGES, la Fédération nationale de la jeunesse estudiantine, et que j'ai enseigné là-bas au lycée, Chaminal, éclat de première et terminale, et que toute cette période de la transition de conférence nationale d'élection et de l'arrivée du pouvoir de Pascal Lissouba, et tout ça, j'ai ça dans la tête. J'étais vraiment au cœur de l'enjeu, puisque d'un point de vue déjà familial, tribal, et politique, etc., j'étais au cœur du pouvoir, en fait. Dès les années 1900, les années 80 jusqu'à l'arrivée du pouvoir de Pascal Lissouba, j'étais en fait au cœur du pouvoir, en fait. Et donc, moi, je vais vous donner ce que j'ai pu observer et pour éviter les amalgames, pour que ces opportunistes, ces naïfs, passifs et autres, ces lâches qui nous ont apporté que le déclassement, l'exil forcé,
la prison et surtout les assassinats ciblés et ou de masse où Sassou Nguesso a agi. Voilà. Donc Sassou ne pouvait pas faire ce qu'il a fait contre le peuple congolais et ce pays sont les complices. Même s'il y avait les moyens de l'État, mais il faut des complices. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc je vais quelque part, en toute honnêteté intellectuelle, et on parlait de cette situation. Parce que vous savez que lorsqu'on parle du passé de chaque président du Congo, ben oui, ça crée des tensions. Hein. Oui, c'est ce qu'on appelle les amalgames. Quand on critique le bilan de Yombi Opango, et les gens, voilà, les gens parfois disent, ah non, c'est pas, il n'est pas resté longtemps, et voilà, voilà. Quand on critique le bilan de Sassou Nguesso aujourd'hui, il est encore là, mais ça se voit, on le fait. Mais parfois, en critiquant le bilan du professeur Pascal Lissouba, et parfois, il est arrivé ici en France, j'ai eu des gens qui m'ont rappelé que oui, oui, c'est vous les. Voilà, j'ai dit non, je ne suis pas sur ce terrain. Je suis sur les terrains citoyens, intellectuels et autres. Parce qu'il fut président du Congo, donc de tous les Congolais. Comme je critique Sassou Nguesso, comme je peux critiquer tout. Mais certains dans ce truc-là, ça revient toujours. Ça devient des soucis. Donc il faut critiquer un peu avec des preuves, bien sûr. Parce qu'on sort même de la citoyenneté, quelque part. Qu'un citoyen a les droits et devoirs euh, de critiquer n'importe quel homme ou femme politique de son pays. Mais nous, comme la citoyenneté est souvent par appartenance, et donc là, il y a des gens qui ont le monopole de critiquer les membres de leur tribu, pas les autres. Et donc, vous imaginez ça. Et ça crée le bazar total. Et donc, c'est ça que je vais, en toute honnêteté intellectuelle, faire donner ma part de vérité. Puisque, en fait, euh, euh, durant toute cette période, j'étais vraiment comme en ce moment. Je vous dis sincèrement, c'est comme si Sassou Nguesso est chassé et on revient 10, 20 ans plus tard, on va critiquer les autres. Oh oui, tu ne connais pas. Voilà, Sassou est là, on le critique. Nous étions la génération de Sassou Nguesso 1, je ne l'ai pas caché. Mais on combattait qu'il a commencé à bien faire. On l'a chassé. Mais là, depuis là, on les critique. Mais nous, dans les cas géopolitiques, ça reste toujours les problèmes ethniques. C'est-à-dire, il y a le tribalisme inconscient, l'ethnocentrisme inconscient, la géopolitique nord-sud au Congo inconscient. Et souvent, les gens qui nourrissent ces amalgames, l'ethnocentrisme et de la tribalisme et autres, ce sont les mêmes qui viennent, ils sont toujours, c'est quoi, qui sont toujours les victimes. Non, la victimisation est totale. Alors que la citoyenneté, la responsabilité individuelle et autres n'est pas par association ni par appartenance, mais on sait un peu de rappeler. Et comme j'ai trouvé la stratégie, c'est-à-dire je les amène sur les émotions et l'appartenance, et au-dessus, dès que je crée les émotions et l'appartenance, ils sont là dans leur... là, ils tournent là, et à chaque fois, je les ramène vers la raison. Et de la raison, et puis on arrive à l'intérêt général. Et à ce moment-là, il se calme. On commence par les émotions, l'appartenance, et puis comme il s'échauffe là-bas, et après, bon, on monte petit à petit pour les monter. Voilà la raison. La raison de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser, le discernement, la conscience psychologique, et etc., etc. Et surtout l'intérêt général, le vivre ensemble, et autres. On la ramène là, voilà, il se dit, ah ouais, tiens. Et après, bon, quand on arrive à l'intérêt général, voilà, on cherche les stratégies d'éducation citoyenne et ou intellectuelle pour qu'on cesse de vivre ce que nous avions vécu durant mon enfance, ma scolarité et tout ce que j'ai vécu. On a eu des générations d'intellectuels de notre temps. Quand même, il faut le dire la vérité. Des années 1960 à 1990, on a eu des intellectuels de notre temps. Surtout en ce qui concerne le vivre ensemble, l'intérêt général et autres. On voit bien ce que ça produit. Ça n'avait rien à voir avec tout ce qui était de la formation universitaire, scolaire, la vie de tous les jours. Non. Mais quand on est arrivé au niveau politique, ce fut les intellectuels, les politico-intellectuels du Congo de 1960 à la fin de la guerre froide, en 1989, ce fut vraiment un désastre.
Et on voit bien ce que ça produit depuis. Et donc nous cherchons à corriger, chaque génération a sa mission, a ses devoirs de corriger les erreurs des anciens pour avancer. Et c'est pour cela que je vais ici attaquer Mathias John. Bon, oui, et vous allez voir pourquoi, et vous allez comprendre pourquoi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous rappelle que la mémoire commune, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la partager. Ben oui, en génétique formelle et ou moléculaire, c'est évident. Vous ne pouvez pas savoir, il faut connaître que bon, ben, cette personne a telle maladie génétique. Pour ne pas transmettre, se marier ou faire des enfants et transmettre ces maladies. On est bien d'accord? Si tu ne connais pas la génétique de quelqu'un, ou de la maman, ou de ton papa, ou tu vas choper ces maladies. Donc les gens sont comme ça. Donc toutes les maladies métaboliques, toutes les maladies héréditaires, et tout ça, c'est ça. Donc il faut connaître ton histoire. Si tu ne connais pas ton histoire, tu es vraiment foutu. Donc c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Donc nous devons clarifier le débat. Même s'il est très difficile pour les Congolais de venir suivre ce qui est de l'intérêt général, la réflexion, ils préfèrent aller aux motions. Si je mets un titre là, ça a été point, les gens viennent. Mais quand on reste de choses vraiment, là, donc c'est beaucoup cela. On connaît beaucoup de choses, mais on ne veut pas aller trop loin, mettre trop d'énergie. Déjà, ils ne viennent pas lire beaucoup et on met du contenu. Ils ne viennent pas écouter, partager. En plus, quand on les appelle à l'aide pour l'intérêt général, ils sont là. Les Congolais attendent que, bon, il est mort, ah oui, ah, il était bien où, il a le pouvoir et on vient faire des éloges et autres pour devenir des courtisans ou des... Non, c'est pas ça. Et ça produit ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes les malheurs de nos malheurs. Parce qu'on ne sait pas le sens et la signification de la raison, de l'intérêt général, de la solidarité, du patriotisme, etc. On n'a pas enseigné ça. Donc tous nos anciens n'ont pas enseigné ça. Et c'est pour cela que les prochains intellectuels de la presse Sassou, ils doivent avoir ce problème-là dans leur programme d'éducation scolaire et universitaire. Qu'est-ce que c'est la lâcheté? Nous sommes des lâches. Nous sommes un peuple de lâches. Parce que tous les observateurs étrangers, civils et ou militaires, disent toujours que dans votre pays, le Congo, là, Sassou n'a aucun critère. Aujourd'hui, Sassou n'a aucun critère. On regarde tous les fondamentaux de peuple, de nation, du but de la condition humaine existentielle dans une nation, société donnée. Sassou n'a plus de critères, n'a aucun critère qui fait qu'aujourd'hui, il peut encore rester 1, 2, 3 jours, même jusqu'à la fin de l'année au pouvoir. Il n'y a pas. Ailleurs, chez les Arabes, chez les Blancs, chez les Asiatiques, etc., il serait déjà descendu. Il n'y a pas de problème. Donc il y a un souci. On sait ce qui nous concerne la lâcheté et l'éducation qu'on a aussi en termes de droits et devoirs des uns et des autres. Les gens venaient me regarder dans les années 2010, 13, 14, 15, 17, 18 et disent mais pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pour les gens pensaient comme ça. Ça, c'est l'ignorance et la pire des souffrances. Les savoirs et les connaissances, je vous libère. Les gens n'ont pas d'eau potable, ni quoi qu'il soit, ils sont là-bas. Donc, Sassou est en train de faire sa vie contre nous, peuple congolais, notre pays, et nous sommes là, incapables de les déboulonner, de les chasser. Parce qu'il y a des complices, il y a des gens qui jouent ce jeu-là, et qui informent, qui jouent leur stratégie contre nous, peuple congolais, notre pays. Et nous prennent comme leurs idiots, leurs sujets indigènes et esclaves. Pas moi, hein. Vous peut-être, certains, oui, mais pas moi. Et donc, moi, je suis instruit. Et donc, je vais vous donner quelques informations susceptibles de nourrir les débats. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, excusez-moi pour cette introduction un peu longue pour toujours rappeler aux Congolais que vous devez être conscient du danger, Sassou Nguesso et de ses complices. Et que vous avez cette responsabilité historique, individuelle, citoyenne et patriotique de chercher tous les moyens sont bons pour descendre ces gens-là, pour qu'ils n'y ait plus, qu'ils ne soient plus là. Et corriger aussi nos erreurs, parce que vous allez entendre ce que vous allez entendre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, les savez-vous les dixits de Sassou Nguesso? Je cite, je partirai, mais je ne partirai pas seul. Je ne laisserai pas des témoins de mes crimes.
Je répète son dixit. Je partirai, mais je ne partirai pas seul. Je ne laisserai pas de témoins, c'est-à-dire des témoins de ces crimes multiformes et multidimensionnels. Et ça marche depuis 1997. Et même bien avant, depuis 1977, depuis l'assassinat du commandant président Marin Gwabi. En passant par la conférence nationale de 1991 et son coup d'État de 1997, il a éliminé méthodiquement tous ceux et celles qui avaient osé dire non à lui. Sous Sassou Nguesso I, les Pironga et autres, après la conférence nationale, tous ceux qui avaient monté, il y avait les climats d'insurrection pour chasser Sassou Nguesso, mais lorsqu'il était revenu au pouvoir en 1997, il les a tous éliminés. Beaucoup ont été éliminés. Tous. Je dis que 2 tiers des vrais contestataires de Sassou dans la tribune de la conférence nationale, ah oui, je vous dis que 2 tiers ont été éliminés. Mais d'où tire-t-il cette force-là? C'est cyclique, hein? Il essaie de les tuer. Et les Congolais sont là. Ils ne bougent pas. Il y a un problème, il y a un souci. Donc on vous rappelle ça. Est-ce que Sassou Nguesso est une génération spontanée? Qu'il a fait ça, il n'y aura plus personne pour faire ça? Non. Je suis sûr et certain dans les prochaines années, avec cette anthropologie bantou-congolaise, et que les gens se laissent faire, les gens n'ont pas le courage, la lâcheté, les amalgames, et point, Sassou est en train de faire ça. Regarde le capital décès de Sassou Nguesso. Depuis déjà le coup d'État, jusqu'à nos jours, il n'y a pas que les crimes de masse, mais il y a les assassinats ciblés. Et beaucoup, tous par empoisonnement. Ils sont tous tombés comme des quilles dans un bowling. Mais pourquoi nous sommes là comme ça? Il faut s'interroger. La citoyenneté, c'est déjà commencer à penser. Lorsque vous commencez déjà à penser, réfléchir, vous êtes déjà libre et digne. Mais lorsque vous n'arrivez pas à penser, réfléchir, vous ne serez jamais libre et digne. Et donc là, on se questionne. Écoutez, ce qui est écrit, surtout pour Mathias John, on en parle de Mathias John. Et c'est pour cela que j'ai bien posé la question de savoir pourquoi Mathias John. Pourquoi Mathias John joue-t-il avec la mort contre Denis Sassou Nguesso sans être inquiété par lui? Je répète, pourquoi Mathias John joue-t-il avec la mort contre Denis Sassou Nguesso sans être inquiété? Ce n'est pas sorcier. Et c'est ce que je vais vous démontrer. Bon, en attendant, regardez bien déjà toutes ces publications ou des publications qu'on parle de Mathias John. Je vais prendre, il y en a plein, hein, c'est-à-dire ses intentions, ses déclarations, les faits et autres, mais il est là. Sassou ne l'a jamais, Mathias John n'a jamais été inquiété. Mais pourquoi beaucoup des Congolais qui avaient servi Sassou Nguesso, témoins gênants ou non, serviteurs gênants ou non, opposants dissidents, sont soit déclassés socio-professionnellement, soit forcés à l'exil, et soit avec des poisons, empoisonnés, même certains n'ont même pas de passeport, et ceux qui devaient avoir la retraite, ils n'ont même pas la retraite, et comme ça. Et certains qui n'ont pas eu la chance sont soit en prison et ou assassinés. Mais Mathias John est toujours là. Et qu'est-ce qui se passe? Quelle chance Mathias John a? Il faut se demander. Donc nous allons voir pourquoi Mathias John, il est là, voilà. Donc ça ne bouge pas. Bon, nous allons commencer déjà la publication, quelques publications. Je prends la publication de Congo Liberty. Monsieur Mathias John, l'opportuniste qui veut sauver Sassou Denis. Vous pouvez aller dans le site congoliberty.com. Vous pouvez lire ça. J'ai vu dans plusieurs médias, surtout YouTube,
et ou blog et autres. Mathias John règle ses comptes avec Sassou Denis. Mathias John atomise, atomise Christelle Sassou, qui ne sera jamais président du Congo. Ok? Mathias John fait des révélations sur Denis Sassou Nguesso. Là, pendant les présidentielles de 2021, il dit Mathias John, la mise en garde de Mathias John, la mise en garde de Mathias John à Denis Sassou Nguesso. Mathias John demande le départ et l'arrestation de Denis Sassou Nguesso. Mathias John, honte, espoir et mensonge. Ça, c'est tout ce qu'on écrit Mathias John. Et jamais été inquiété. Il a dit en 2021, je ne laisserai pas voler ma victoire, comme le fut le cas du général Mokoko. Mais moi, Sassou Nguesso l'a mis 1% des élections de 2021. Mais là, depuis, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a rien. On croyait qu'il cette fois-ci, il dit qu'il ne laissera pas voler sa victoire. Et donc, on va voir. Donc, les gens sont là. Sassou l'a mis 1,75% des suffrages. C'est une humiliation, non? Il y en a qu'au. Alors que Mokoko, qui avait gagné à 62%, mais Sassou, quand même, par respect, il a vu Mokoko à 13, combien pour cent? Donc, de 1% à 13%, donc il y a les marges. Donc, il respectait plus Mokoko que Mathias John. C'est pour cela que Mokoko est en prison. Parce que Sassou, quand tu ne pèses pas, voilà, c'est comme un des réseaux avait dit il parlait de Modeste Boukaka. Oh, il pèse pas, il pèse pas. Donc ça se dit comme ça, il y a des gens que quand j'ai entendu ça, bon, j'ai dit bon, j'ai compris. Donc voilà quand même le fait que Mathias John quand même a cette chance-là. Il y a là comme deux poids deux mesures. On est bien d'accord? Comment cela se fait-il que bon, il demande l'arrestation de Sassou. Il fait tout ce qu'il fait, mais là, il n'est jamais inquiété. Et beaucoup qui sont rentrés dans ce piège-là ont déjà perdu leur vie. Et c'est pour cela que beaucoup se questionnent et disent qu'à chaque fois que Mathias John sort de sa cachette ou de son terrier ou de sa grotte et autres, c'est que Sassou Nguesso est en difficulté. Donc on l'a remarqué qu'à chaque fois que Mathias John sort, on comprend bien que Sassou Nguesso est en difficulté. C'est comme un indicateur. Ça devient comme un indicateur. Alors, pourquoi Mathias John joue-t-il avec la mort contre Sassou Nguesso sans jamais être inquiété par lui? Ce n'est pas sorcier. C'est pour cela que je vais ici vous donner quelques repères historiques, mais également les faits, la situation, le contexte, les enjeux et les perspectives. Pourquoi Mathias John tourne toujours à jouer avec ça? Et donc c'est dangereux. Et donc nous allons commencer par vous expliquer ça dans une vidéo que j'ai publiée il y a 3 mois. Hein. La vidéo s'appelle Ça balance, Sassou panique, révélation. Je vous laisse écouter et que Dieu l'entende. Ça sent la fin. C'est une vidéo que j'ai publiée il y a 3 mois. Elle est déjà 69 000 vues. Et donc, vous pouvez voir là en bas, bon, il doit être là dans la vidéo que je vais vous montrer. Vous aurez les titres là aussi. Donc, dans cette vidéo-là, pour en arriver là, il faut d'abord analyser qu'on appelle ça, le contexte. Pourquoi Mathias John, c'est comme une tortue qui sort comme ça, et après il repart. Il sort comme ça, il repart. Et cette tortue-là, c'est comme, vous voyez, il joue au caméléon, on l'appelle le caméléon.
Mathieu John le caméléon, Mathieu John la tortue, qui sort comme ça. Et beaucoup ont dit que Mathieu John porte des lourdes responsabilités historiques parce qu'il a entraîné beaucoup de gens à la mort. Et autres avec Chachoula, il joue ça. Donc beaucoup de gens ne veulent plus aller avec Mathieu John parce que ça devient un piège de déclassement et un piège à prison et ou un piège mortuaire. Et donc les gens se questionnent. Donc pourquoi tout ça là? Donc pour comprendre ça, j'ai une vidéo là que je vais vous la faire passer. Elle dure 5 minutes. J'ai fait l'extrait 5 minutes là que je vous en parlais. Mais avant de donner cette vidéo là, je vais faire 3 observations. 3 observations. Ou plutôt, je vais vous donner les contextes de l'époque. Contexte qui est arrivé jusqu'à Mathieu Joshua, voilà, qu'il est toujours là en train de jouer son jeu, son double jeu. D'abord, le contexte de 1989 au coup d'État de 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisque ça se sont encore là au pouvoir. Comme on dit, le futur, c'est justement le passé et le présent colonial. Donc, il faut toujours regarder le passé pour analyser les choses un peu, pour avoir une clarification de... Voilà. Donc, on est bien d'accord. Et donc, pour Mathieu John, nous allons expliquer un peu le contexte de l'époque. Parce que la presse, à ce que c'est dans le passé et le présent colonial. D'abord, le contexte de 1989 à 1997. Bon, je vous dis que dans ce contexte de 1989 à 1997, déjà, j'ai fini la fac des sciences, j'enchaîne au lycée Chaminade, et puis après, bon, ben, l'opportunité de la fête de la guerre froide et tout ça, bon, j'étais bien positionné, et bon, on va faire des études supérieures là-bas en France, ne reste pas ici avec Bac 3, va là-bas en France, tu vas avoir plus de poids, et autres, étant donné que tu as, voilà, donc c'était au niveau familial et autres, vous comprenez que, bon, je suis quand même d'un milieu qui était bien positionné au niveau de l'administration, des armées, des tout au Congo, ça c'est sûr, je ne vais pas vous cacher, je ne vais pas vous dire là, voilà, voilà, je suis aujourd'hui. Bon, bref. Et donc, je viens en France, voilà, les années là, 92, 93, et donc je vais suivre ça de la situation depuis ici, en France ici. Et donc ça, le contexte de 89 était, à 97, c'est comment? C'était déjà l'attentat de vol d'UTA, du 19 septembre 1989, d'UTA, qui, soi-disant, la bombe était placée à Brazzaville et l'avion avait pété dans le désert du Ténéré au Niger. Où celui qui était arrivé, le premier officier, très jeune, le premier officier, est venu constater l'attentat qui est de la bombe qui était venue de Brazzaville, ce fut le général Abderrahmane Tiani. C'est lui qui est le premier. Il doit avoir, parce que moi je suis né en 1963, Abderrahmane Tiani est né en 1964. Donc vous voyez, 89, il avait quel âge? C'était un jeune officier. C'est lui qui était arrivé, courage, qui a tout signalé, c'était lui, les vols là du DTA, qui était parti de Brazzaville, où la bombe, on parlait de Sassou Nguesso, Kadhafi et tout compagnie. Bon, ça c'est le contexte là. Mais ça avait vraiment, ça se fait avec Mitterrand. Qui n'avait pas, voilà, les divorces entre Sassou Nguesso et Mitterrand étaient déjà consommés, paraît-on, de ça. Mais le contexte, c'était la fin de la guerre froide, avec comment on appelle, la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne, que Mitterrand n'en voulait pas. Mais il y a eu des impacts économiques puisque la France devait avoir les soucis parce que la guerre froide finie, la réunification de l'Allemagne, donc il fallait trouver les stratagèmes pour sauver la vache à lait, les finances de la France. Donc on va provoquer ce qu'on appelle la conférence de La Baule en 1990, exactement en juin. La Baule en France s'appelle sommet de La Baule. Et c'est là qu'on va balancer la démocratie. Donc la démocratie, en fait, c'était pour diviser les Africains francophones pour que, bon, ben, on puisse dévaluer le franc CFA tranquillement. Et ça a bien marché puisque le franc CFA fut dévalué 4 ans après, en 1994, par la droite, quand il avait pendant la période de cohabitation. Et donc, la fin de la guerre froide
les sommets de la bolle. Et donc nous, à l'échelle de notre pays, nous au Congo, donc on va s'échauffer sur, soit disant, la démocratie devient la pana, donc la démocratie, la démocratie. Et donc là, dans ce contexte-là, dans le nord au pays, il va y avoir trois nordistes, en tenant compte de la géopolitique du pays. Il va y avoir trois nordistes. Le syndicaliste Bokaba Yangouma, paix à son âme, qui mourut en 2020. En 2020, on ne sait pas, on dit ça aurait peut-être l'aurait tué. Et puis Raymond Damas Golo de la Défense. Et bon, on se dit aussi que Sassou Nguesso l'aurait tué. Et puis le général Mokoko, trois nordistes qui vont vraiment aller dans la dynamique parce qu'il y avait une sorte de volonté dedans. On quitte le PCT, PCT dégage, Denis Sassou Nguesso dégage, et puis stop quelque part. Il y avait une volonté générale que bon, le pouvoir est resté trop au nord, quoi. Donc il y avait ce climat sociopolitique insurrectionnel. Donc, bon, et ils ont cédé puisqu'il y avait la volonté France-Afrique, du président Mitterrand, et puis cette dynamique de la pression déjà, les gens qui voulaient enlever les comptes que le pouvoir est tout resté au nord, et le PCT n'en veut pas, Sachou criminel, tout ça, on va passer à la conférence nationale souveraine de 1991 de février à juin 1991. Donc ça va aboutir à une transition éclair, puisque beaucoup disaient qu'il faudrait un peu de temps. Non, 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 on va à élection. D'ailleurs, le ministre Jean-Luc Malika, il disait avec son premier ministre André Moulingo, mais c'est trop vite, trop vite, trop vite. Donc, il s'est obligé de se précipiter pour organiser les 4 élections nationales jamais contestées, dans les locales, les maires, les sénatoriales, les législatives et puis les présidentielles, qui a vu l'arrivée au pouvoir du président professeur Pascal Lissouba. Donc, pendant la conférence nationale, on avait des acquis qui étaient là, les acquis de la conférence, et que bon, on devait avoir une garde républicaine. Et bon, en même temps, on avait envoyé pendant la conférence nationale, pendant la transition, on a envoyé ces gens-là se former en France ici. Et quand Lissouba prend le pouvoir, il ne prend plus ça, et donc il crée sa propre garde présidentielle. Et puis, il vire des 180 degrés les acquis de la conférence nationale, et donc la création des milices, et beaucoup font partie de ce qu'on appelle les causes endogènes de la chute de Pascal Lissouba. Et parmi ces causes endogènes, je peux vous montrer, il y a un truc là que vous pouvez lire, c'est-à-dire tout ce qui est des causes endogènes de la chute de là. Donc ils sont là, voilà, donc vous pouvez voir là, les causes endogènes. Il y a aussi les causes exogènes, c'est-à-dire périphériques et France-Afrique. Les causes exogènes. Les causes exogènes. En fait, le président Pascal Lissouba a manqué de tchatch, avait manqué de tchatch pour une grande matière grise comme ça. Parce que les causes endogènes déjà, pourquoi? Parce qu'on a fait des atouts de la conférence nationale et tout ça. Mais pourquoi il avait viré ça, aller créer les milices et surtout la création d'Inibolek et puis les transferts du PCT qui étaient rentrés dans son pouvoir et qui jouaient le double jeu pour, voilà, pour Sassou Nguesso. N'oublions pas la guerre civile dans le sud de Brazzaville, comment on appelle les bombardements du sud, des quartiers sud de Brazzaville, etc. Il y avait des tensions. Donc il était rentré quelque part dans la boue. Donc il y avait des causes endogènes liées au pays et des causes exogènes, surtout périphériques, avec l'Angola, la RDC, la fête de Mobutu, et l'Angola, et puis le Gabon, et beaucoup de choses. Il y avait, comme on appelle, la diplomatie suicidaire. Il a dit le professeur Pascal Lissouba avait mené une diplomatie suicidaire. Et donc cette diplomatie suicidaire, bien entendu, la France-Afrique va en profiter, hein, va en profiter dans cette... voilà. Bon, on parle de Tchitché Tchikaël, l'ambiguïté
des Tikaya, les ninjas, les popos. Ils ont fait vraiment tout est là dans un document de, comment on appelle, le document de Songi Songi, numéro 6-7, je pense de septembre et octobre 1998. Il est là. Donc tout est là. Hein. C'est vraiment détaillé. Tony Modula a fait vraiment le boulot là et que j'ai apprécié beaucoup, beaucoup. Et donc tout est là. C'est-à-dire, il n'y a pas à chercher. Quand on voit que Pascal Lissouba avait fait des erreurs avec les transferts du PCT, ils ont manqué des tchatchs, des stratégies qui ont été fatales. Parce qu'au niveau intérieur, puis extérieur, il y a eu beaucoup de choses qui, on sait que ce régime-là n'allait pas aller loin. Et c'est de cette observation, de ce contexte, je vais passer à 3 observations que vous allez comprendre pourquoi les 3 individus qui seront cités là, dont Mathias John, Ondé Okomi-Salisa et le général Mokoko, vous pouvez comprendre. Je commence déjà à la première observation. Mathias John. Mathias John, il est la tribu qu'on appelle les Bangangolo. Et qui, là-bas, on dit, est-ce qu'ils sont des Teke ou les Mbogé, donc ils ne sont pas, voilà. Donc, pendant la transition, il va jouer un rôle clé pour s'attaquer aux anciens du PCT et autres pour le compte de Pascal Lissouba. Donc l'enjeu pour lui était de devenir ministre de l'économie et des finances de Pascal Lissouba. Mais une fois Pascal Lissouba élu, mais ce n'est pas lui que Pascal Lissouba va choisir parce qu'on a dit qu'il avait fait couler une banque et puis on dit qu'il était trop tribaliste. Et etc. Il fait couler une banque et qu'il était trop tribaliste et autres. Bon, donc Lissouba va virer à la cathode et donc il ne va pas prendre Mathias John, mais il va prendre plutôt Clément Mwamba, paix à son âme, comme ministre de l'économie et des finances. Donc Mathias John va voir là comme une trahison. Et donc, pour les opportunistes, c'est comme les salauds, comme les amis du net. Comme les Girois, ça tourne avec vous. Donc c'est là que commence le divorce entre Pascal Lissouba, entre Mathias John et Pascal Lissouba. Donc il va se relier du côté des Sassou Nguesso. Donc ça c'est le premier cas. Donc si, en réalité, si Pascal Lissouba l'avait nommé ministre de l'économie et des finances, on n'aurait peut-être pas aussi des soucis comme ça. Voilà. Donc on peut se dire ça quand même quelque part. Voilà. Donc il va devenir un fervent adversaire contre Pascal Lissouba. Deuxième observation, c'est M. Jean-Marie Michel Mokoko. Il a voulu vraiment dépolitiser les armées depuis 1987. Il a joué ce jeu-là de 1990 à 1993. Déjà, en allant vers la conférence nationale, il y avait trop de tendances. On dit non, on ne va pas céder, on ne va pas aller à la conférence nationale, on ne va pas... Mais le contexte était tel que Mokoko a vu qu'il y avait l'insurrection et l'attention, la volonté générale était que bon, il faut aller, il faut l'alternance quoi. Donc la force Afrique l'a poussé, les pétroliers l'ont poussé à faire des coups d'État. Il ne voulait pas quoi, ils l'ont forcé mais c'est pas ça faire le jeu. Donc c'est que peut-être la France Afrique recule, hein, voilà. Et donc Mokoko qui a fait ça le boulot pour là parce qu'il aurait pu faire le coup d'État. Hein. Ou ne pas aller, il était comme ça. Donc là, on va le traiter en monnaie des singes. En 1993, on va l'éradier de l'armée. Il va fuir le pays et venir se réfugier ici en France entre 1993 à 2005. Mais dans la vidéo, on dit que Mokoko était conseiller stratégique de ce coup d'État. Bon, il était à l'étranger, mais on l'a vu quand même dans la photo après le coup d'État. On l'a vu dans les photos de tout le monde où les gens qui avaient gagné le coup d'État, je ne sais pas quelle photo date de quoi, d'octobre ou de novembre 1997, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est là. Donc on a dit que voilà. Parce que déjà, Mokoko avait déjà la colère contre le régime de Lissouba, puisqu'il a aidé, il a fait tout ça pour revenir au pouvoir, et il voulait aller vite pour chambouler les armées. Il dit non, mais tu vois, c'est quand même lent, il faut des processus, il faut ceci. Donc il y avait une volonté de dire non, mais l'armée là, elle est trop au nord, il y a trop d'officiers au nord, mais non, si on va faire. Donc il voulait chambouler l'armée et prendre la place de l'armée. Donc ils ont monté des stratégies pour dire que bon, ça c'est quand même un patriote qui a servi de 87 à 93, mais on devait trouver des stratégies pour
autres, mais ils sont allés vraiment de trucs, voilà, que c'était, voilà, vous les nordistes, voilà, c'était vraiment chamboulé tout. Donc ils étaient dans la nord. Ça rentre aussi dans les erreurs de Pascal Lissouba. D'un point de vue militaire, déjà dans le pays, et d'un point de vue géopolitique périphérique, avec l'Angola, la RDC, le Gabon, et puis au niveau déjà national, les acquis de la conférence nationale, la création des milices, les Nibolondes, et beaucoup de choses sont passées. Il y avait un climat, c'est-à-dire nous, quand j'arrive ici en France, il y avait un climat, c'est-à-dire après les attaques de Bakongo dans les 93, j'ai vu ici comme une transformation de l'opinion, c'est-à-dire les poules étaient maintenant liées aux nordistes. Je voyais ça comme ça. Donc les Nibolèques étaient isolés. Mais nous qui avions étudié avec beaucoup de Nibolèques, on avait des copains, bon, on faisait ça, mais c'était gênant. C'était vraiment gênant. Et donc là, on a vu ce qui était déjà divisé. Et donc, vous voyez tout ça. Donc, on change de quelque chose qui était vraiment uni de 1991 à 97, à 92, c'est-à-dire la conférence nationale, puis la transition. Si elle était longue, comme disait Maleka, avec la volonté du Premier ministre Milongo, on aurait peut-être évité beaucoup de choses. Sassou Nguesso serait peut-être en prison, et aura pas bon. Donc, rien du tout. Donc, ils sont allés dans la précipitation. Et voilà les résultats. Et donc, ça, c'est le problème. Donc, Mokoko est cité dans cette vidéo, mais je pense que il a donné peut-être des stratégies de l'armée militaire parce qu'il était chef d'état-major des armées, je ne sais pas. Bon, mais quoi qu'on l'a vu dans une photo, la victoire de Sassou Nguesso, du coup d'état, il était là-bas, je ne sais pas. Bon, il n'a pas participé au pouvoir de Denis Sassou Nguesso, donc il va le nommer conseiller au Centrafrique à partir de 2005, donc c'est là qu'il va faire la navigation entre le pays, le Centrafrique et l'étranger. Et bon, Sassou Nguesso va chercher à l'assassiner 3 fois au Centrafrique, il n'y arrive pas, et donc vous voyez la suite quand même. Voilà. La troisième observation, c'est André Okobi Salissa. Ben oui, André Okobi Salissa, c'est clair. André Okobi Salissa fait partie des cellules qu'on appelle la cellule Magenta. Bon, c'est là que j'ai vu Mathias John. J'ai vu Mathias John là. Bon, je croyais que c'était les gens qui préparaient les présidentielles de 1997, puisque la cellule Magenta. Et j'étais au 4e étage, je venais voir quelqu'un, j'étais pour un cadre privé. Et je venais au 3e étage, tout le temps, je voyais les Mathias John, je les voyais comme ça. Hein. Voilà, tous ces gens-là, je les connais, je les voyais. Bon, je croyais que c'était, comment on appelle, préparer peut-être l'air politique pour les présidentielles de 1997. Et je disais, oh, ils n'ont pas de chance. Il y a Pascal Lissouba, il peut y avoir aussi les Kololo, il peut y avoir les Bernard Kolela, les Paul Kaya, et tout ça. Bon, ils vont pas. Je pensais comme ça, alors qu'ils préparaient le coup d'État. Donc, je suis le savoir. Et donc, j'étais là comme ça, comme un idiot. Et donc, quand on en parle, c'est le Magenta, eh ben oui, Magenta, bon, ben, 96, c'était l'année où j'ai bougé beaucoup, hein, beaucoup en France, parce que je suis allé avec l'ADEME, je suis allé à Polytech Lyon, je suis allé à Tridunkerque, sélectif Dunkerque, j'ai fait Dunkerque, j'ai fait Lille, j'ai fait Lyon, j'ai fait toute la région parisienne et tous les trucs des visites d'incinération, des traitements des chiens ménagers, les visites d'incinération, tout ce qui est collecte, les centres d'enfouissement technique et tout ça. Donc j'ai fait un rapport. Le rapport, il est quelque part, il est de 500 pages. Et que vous pouvez trouver quelque part. Il est énorme, là. Donc, voilà. Donc, après, donc c'était le contexte quand même. J'allais entre l'ADEME et l'environnement et la maîtrise d'énergie. Je venais là, je disais, bon, ben, après, bon, j'ai dit, qu'est-ce qui va passer? J'ai assisté aussi au meeting de Sassou Nguesso en 1987. Donc, c'était certainement la cellule de Magenta qui avait organisé ça. Et je ne savais pas. Moi, je suis allé là-bas. Et voilà. Donc, le contexte que, voilà, le pouvoir, là, de Pascal Lissouba, il y avait 2 tribus piliers du Nord, les Kouyou et les Marais-Guabé Yobio Pango, et puis les Makwa de Chemin. Donc il y avait comme si on cartait maintenant avec les Teke et les gens de la Likwala. Donc nous on restait là, mais un peu comme si on me traitait comme un espion. Non, je ne savais pas ce qui se passe, mais parce que moi ma tête était plus voilà, ici souvent. Moi j'ai fait des trucs bac plus 5 en environnement, développement durable, des trucs techniques, professionnels, vraiment comme ingénieur, et je pensais que qu'est-ce qui va se passer en 97. Peut-être que je serais parti là-bas, directeur général, je pensais être directeur général de l'environnement ou de toutes les instances de mettre des décisions là-bas. Je pensais comme ça. Maintenant, donc, on naviguait entre
tout ce qui s'est passé, parce que les climats sociopolitiques de l'époque étaient délétères. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et donc, on a vu ce qui s'est passé. Maintenant, écoutez de ça. Donc, au Kobi Salissa, Jean-Marie Michel Mokoko et Mathieu John, ce sont quand même été les dessus de l'Issouba, quelque part. On voit bien ce que ça produit. Et donc, vous allez écouter ça. 1997, quand Sassou Nguesso décide de renverser le président Pascal Zuma, il demande l'aide financière à sa fille, Edith Bissipoumo-Oudina. Cette dernière intercède à son mari Bongo qui puisse lui donner des moyens pour mener à bien son coup d'État contre le régime du professeur Pascal Zuma en 1997. Pour organiser ce coup d'État, il y a eu 3 têtes qui ont signé des accords secrets. Il y a eu la tête militaire, la tête politique et la tête familiale. Ces 3 têtes ont signé un pacte à Libreville en face du président Bongo. Vous ne le savez pas. En 97. Qu'est-ce que c'est ce pacte? Dans ce pacte, il y avait un premier clan. Le premier clan, c'est-à-dire le clan de la première tête, c'est la tête qui a ramené l'argent. C'est le clan familial qui était représenté par Edith Bissipoumo et sa famille et Sassou Nguesso. Tout ça, toute sa famille. C'est-à-dire c'était d'abord la première tête, c'est la tête familiale. C'est la tête qui ramène l'argent pour la guerre. C'est Edith qui prend l'argent, qui prête l'argent, c'est Bongo pour mener cette guerre, pour renverser le président Pascal Zuma. Donc la première tête était la tête familiale, qui était représentée par Edith Bissipoumo, Sassou Nguesso lui-même et les autres membres de la famille. Il y avait une deuxième tête, avec lequel ils ont signé le pacte secret devant le président Bongo. La tête politique, qui était représentée par les Mathias Nzo, les Adada, Mazalai, Pierre Nzé, les Ngolo, le Gunzu, le Zokombi, etc. Tous les membres du Parti congolais du travail que vous connaissez. Tout ça, ça s'est passé à Libreville. Ils étaient tous logés à l'hôtel intercontinental à Libreville. C'est là où ils ont fait le tout premier gouvernement. C'est Mathias Nzo que vous voyez là. C'est lui qui a géré l'argent de la guerre de 1997. C'est à lui qu'on avait remis l'argent de la guerre de 1997. Mathias Nzo, vous voyez. C'était mon voisin à Libreville. Il habitait au quartier Belleville 2, en face du commissariat. Et dès qu'il avait su que nous, on était ses voisins, il a pris la fuite. En 1997, Mathias Nzo, je connais ta maison là où tu habitais, là où tu as organisé la guerre de 1997 pour tuer les Congolais. C'est toi qui étais le gestionnaire. Tu habitais à Belleville 2, à Libreville, en face du commissariat. Voilà, quand j'avais vu que le colonel Moutis aussi a habité à côté, face à face, à côté de moi, tu as pris la fuite. Donc Mathias Nzo, tu es un criminel, un vrai criminel. C'est pas seulement Sassou Batia qui fait partie des gens, des génocidaires qui ont tué les Congolais. Mathias Nzo, vous voyez là. Je connais là où il habitait à Libreville quand il a organisé la guerre de 1997. À Belleville 2, on part du commissariat, à Libreville. Voilà, en 97. Donc on était des voisins, on a des preuves. Donc, il y a eu la troisième tête qui a signé sur le pacte secret pour renverser le président Pascal Zuma. C'est la tête militaire. Tête militaire qui était gérée par Oba Pierre, Nyangawala, les Adouas, le général Mokoki, le général Mokoko, le puissant Matoko.
se repose sur les armes. Il a pris le pouvoir par la force, par les armes, c'est pas par les élections. Donc, tous, ils étaient vraiment dessus. Ils étaient en colère contre Sassou Nguesso. Parce que Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà quel est extrait de cette preuve qui est déjà là. Bon, parce que, oui, beaucoup de gens gardent des secrets ici, voilà, des choses comme ça. Donc, de ce qui précède, il faut se dire que Mathias Ndjan, quelque part, toujours au secours des Sassou Nguesso, ben oui, parce que, bon, ben, ils ont un pacte, ils ont d'abord, ils ont un, certainement, ils doivent avoir un contrat et un pacte. Vous le savez que quand vous êtes dans, il y a le pacte et les contrats. Le contrat, le principe, c'est l'horizontalité. On signe un contrat, que, bon, ben, voilà, voilà, contrat de mariage, contrat d'affaires et autres. Le principe, c'est l'horizontalité. Il n'y a pas de donneurs d'ordre et autres. Mais dès qu'il y a rupture, pardon, du contrat, bon, souvent, il n'y a pas mort d'homme, hein, dans le contrat. Bon, pour peut arriver, si c'est conflictueux ou c'est, voilà. Mais rarement, dans un conflit, dans le contrat, il n'y a pas de mort d'homme et autres. À la différence du contrat, il y a aussi le pacte. Le pacte, le principe, c'est l'horizontalité. Donc, il y a un donneur d'ordre. Il y a des parrains, il y a des ça. Donc, Mathias Ndjan et Sassou Nguesso, c'est la synthèse entre le pacte et le contrat. C'est pour cela qu'il est là. Il peut jouer au caméléon ou à la tortue, il n'est jamais inquiété. Au regard de tous ceux et celles qui ont déjà perdu leur vie depuis le coup d'État et depuis déjà 2015. Mais pourquoi il est là, il fait tout ce qu'on a dit. Mathias Ndjan, dernièrement, il a dit que c'est une transition non conflictuelle et apaisée. Transition non conflictuelle et apaisée, ça veut dire quoi? Mokoko l'a dit en 2016, non? Que restaurer, apaisé et tout compagnie. Mais pourquoi il n'avait pas soutenu Mokoko? Pourquoi même Mokoko en prison, il vient même jouer aux amalgames, comme quoi je ne laisserai pas voler ma victoire, comme le fut le cas de Mokoko. Et depuis là, Mokoko en prison, mais lui, il est toujours en liberté, il continue à faire balancer ses sous. Donc, c'est ce contrat et ce pacte que dans la vidéo, on vient de le découvrir. Il faut savoir que dans ce pacte qui était déjà signé, c'est-à-dire Sassou devait rester dans une transition, puis deux septennats, et arriver en 2015-16, donc c'est eux qui devaient se présenter. Mais là, sauf que Sassou malin, cynique, mégalomane et autres, bon, il a, voilà, donc il a déjà joué la carte d'avance, quoi. Il a déjà commencé à éliminer tous les témoins gênants, serviteurs gênants, dissidents, tout ça là, il les a éliminés depuis 2002 jusqu'à 2015. Et puis, bon, ben, il arrive, il est les mains libres, il restait Mokoko, Mathias Ndjan, ils ont le contrat. Et donc là, Mokoko se présente. Donc on vient de comprendre que Mokoko voilà. Donc ça va énerver Mathias Ndjan. Mais pourquoi lui est passé, pourquoi pas moi? Donc lui va attendre 2021 et il va passer en 2021 et là il va être humilié par Sassou Nguesso. Donc c'est quelqu'un, c'est un opportuniste. Les gens comme ça c'est dangereux parce que Mathias Ndjan joue à la comédie et c'est pas bon parce que le régime de Sassou Nguesso est un régime anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-social, criminel, criminogène, génocidaire, confiscatoire d'ailleurs de notre pays comme sa propriété privée, jouant de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance et de l'ordre mondial entre l'Occident global et le Sud global comme sa compagnie de réassurance. D'où les financements, la corruption et autres. Donc il sait bien que, comme l'avait dit en 2016 à un proche, qu'avec les crimes multiformes et multidimensionnels que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Et par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens employés pour mourir au pouvoir. Le but est d'éviter de payer la rançon de la loi, l'humiliation et ou la rançon de ces crimes, la justice quelle que soit. Mais ce sont les Mathias Ndjan qui nourrit l'énergie, qui fournissent l'énergie nécessaire à Sassou Nguesso au pouvoir encore. Là, c'est sans Sassou Nguesso, il n'y aura pas de complices. Donc, ils ont ce pacte et ce contrat. Le pacte
n'est pas rompu entre Sassou Nguesso et Mathias Njom. Sinon, il y aurait déjà mort d'homme. Mais par contre, le contrat fut rompu. Bon, les contrats, bon, il a roulé tout ce monde de la farine. Hein. Bon, c'est bon, les contrats. Maintenant, le pacte n'est pas encore rompu. Parce que si le pacte, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et donc, entre Mathias Njom et Sassou Nguesso, ils ont certes rompu le contrat qui était signé, qui est transition plus 2 mandats. Après, ce serait lui qui devait prendre la charge de pouvoir en 2015, 2016 et autres. Mais Sassou l'a roulé dans la farine. Bon, là. Maintenant, au niveau du pacte, c'est encore là. C'est pourquoi Sassou et Mathias Njom peuvent balancer tout et sans être inquiétés. Ce pacte, c'est aussi les réseaux formationniques. Hein? Ils ont des réseaux formationniques entre eux. Donc, il y a des trucs là-bas. Ils ont des secrets. Bon, mais également, Mathias Njom, son papa, fut le féticheur de Sassou Nguesso. Le féticheur de Sassou Nguesso, l'un des féticheurs de Sassou Nguesso, fut le papa de Mathias Njom. Et donc, tout ça, le pacte n'est pas rompu. C'est pour cela que Mathias Njom est libre de jouer à la comédie au double jeu sans être inquiété. Mais c'est que le contrat qui fait remplir. Donc, il faut connaître la différence entre un contrat et un pacte. Le contrat, c'est le principe d'horizontalité. Il n'y a pas de donneur d'ordre et autre on fait rupture. Bon, il n'y a pas mort d'homme, il peut arriver mort d'homme. Mais par contre, le pacte, c'est dangereux. Quand vous signez un pacte, c'est comme la mafia. Vous trouvez tout dans la mafia sur la sortie. Et donc, le pacte qu'il faut remplir, il y a toujours mort d'homme. Attention. Et donc là, est-ce que Mathias Njom cherche à rompre le pacte? Certainement pas. À son âge, non. Il sait bien que dans le sud, il est traqué. Je vous l'ai dit que Mathias Njom est en danger de mort. Parce que dans le sud, j'ai vu les réseaux, hein, de 2000 jusqu'à 2014, 2015, vous savez, des assises nationales du Congo sur la plage de Paris et tous les réseaux. Mais il y a des gens qui attendent Mathias Njom au guet-apens. Hein. Et donc, c'est dangereux. Donc, il est obligé, Sassou Nguesso devient quand même sa compagnie d'assurance pour en vie, pour rester, et voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'il va laisser à ses enfants, petits-enfants? Le nom Njom. Avec tout ce qui s'est passé, c'est minable. Voilà les hommes politiques et que Sassou a fabriqué. Voilà tout ça. Et pour combien de temps encore? Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, je pense que cette réflexion, là, ça prend du temps. Donc, vous pouvez quand même partager cette vidéo-là pour tout le monde. Et surtout aussi, si vous avez la possibilité, de soutenir la résistance. Parce qu'en fait, ce devoir là pour l'intérêt général. Et c'est bien comme ça. À bientôt.